bonjour à tous. Donc Olivier Mélien, donc directeur du cabinet MEC, donc un bureau d'études structures. Donc, nous sommes spécialisés dans le calcul des structures. Donc on intervient essentiellement sur le bâti existant, donc d'où notre présence aujourd'hui. Donc sur des opérations de réhabilitation, de rénovation et de confortement sismique. Donc notamment avec les bailleurs sociaux et les institutionnels. Et donc aujourd'hui, l'objectif pour donc Paul et moi, c'est de faire un retour d'expérience des bureaux d'études et des bureaux de contrôle vis-à-vis des confortements sismiques, en tout cas sur le bâti existant. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Paul Kistin, donc je suis responsable technique d'Anco, donc bureau de contrôle. 25 ans de contrôle technique et aussi vice-président de l'Association française du génie parasismique, donc la FPS. Donc je vous répondrai peut-être qu'à quelques questions qui ont été posées tout à l'heure, mais on fera ça avec Olivier en live entre guillemets et au fil de l'eau. Donc du coup, l'expérience qu'on a par rapport à ça, c'est deux types d'expériences. L'expérience de terrain, puisque contrôle technique dit forcément aller sur chantier pour voir la réalisation, regarder les plans et les notes de calcul et participer aux décisions techniques. Et aussi le côté guide, donc guide et formation, puisque grâce à la FPS, et depuis 2008, je travaille énormément sur les guides en rapport avec la construction locale, donc notamment en montant des groupes de travail avec des membres à FPS et autres membres, en fait non membres, pardon, Guadeloupe-Martinique, sur la réalisation de guides qui prennent en compte nos spécificités locales. Et donc du coup, je suis très content que la CERC permette justement de faire fructifier ce travail et de la faire au contraire aller vers une unification de normes locales Guadeloupe-Martinique et Guyane pour certains points, mais pas pour le parasismique puisque la Guyane n'est pas sismique. Voilà, donc du coup on va essayer de vous faire une démonstration en tout cas par rapport aux questions posées. On peut déjà dans un premier temps, avant de passer à la photo qui est affichée, savoir déjà c'est quoi la réglementation qui est en cours. La réglementation qui est en cours actuellement, il y a un décret et un arrêté, deux décrets et des arrêtés du 22 octobre 2010 qui demandent en tout cas à ce que quand on est en zone sismique, qu'on soit obligé de faire des bâtiments parasismiques, donc des constructions parasismiques. Donc ça, on n'a pas le choix, c'est réglementé, arrêté et normes, et plus des lois. Et donc du coup, actuellement, on a là l'Eurocode 8.1 qui permet, donc sa partie 1 qui permet de faire des constructions parasismiques pour le neuf. L'Eurocode 8.3 qui est la partie 3 de l'Eurocode 8, mais qui traite des bâtiments existants qui font objet de renforcement volontaire. Donc on verra tout à l'heure quand on va développer avec Olivier que le côté volontaire est hyper important parce que c'est un choix du maître d'ouvrage d'augmenter ou de diminuer la vulnérabilité de son bâtiment, mais d'augmenter sa sécurité, la sécurité de ses occupants. Voilà. Et puis le reste, tout ce qui va autour, ce sont des normes et autres réglementations qui viennent en rapport avec ces deux points. Donc je te pose la question justement Olivier, quand je vois cette photo là, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ce bâtiment. Alors c'est très bien parce que ça rebondit sur l'une des questions qui a été posée un peu en amont, donc concernant les diagnostics. Donc ces deux photos sont issues d'un diagnostic concernant des maisons individuelles là pour le coup, donc pas des bâtiments, où on cherche à avoir des données précises sur la structure existante. Donc, on voit bien qu'on est passé sous le bâtiment pour comprendre un petit peu comment il fonctionne par-dessous, donc les fondations, l'infrastructure. On se pose on prend un peu de recul pour voir le site. Donc, sur la photo de gauche, on voit bien que c'est une maison en demi-sous-sol sur un niveau transparent qui repose sur des poteaux, en fait, ce qu'on appelle un peu pilotis ici. Et donc voilà, ce sont les deux photos, c'est pas la même maison, mais c'est la typologie qu'on rencontre assez souvent aux Antilles sur le bâti ancien. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on construisait, entre guillemets, en coup de main, donc sans le respect des normes. Et pour revenir sur ce qu'a dit Paul, on utilise l'arrêté, donc deux outils. Donc un outil légal, donc réglementaire, qui est l'arrêté du 22 octobre 2010, et un autre outil un peu plus technique qui est l'Eurocode. Donc l'Eurocode
qui a remplacé les PS92, donc qui était une norme déjà datant des années 90, qui traitait du parasismique. Aujourd'hui, ça a été, entre guillemets, européanisé pour avoir une réponse, on va dire, européenne à un problème donné. Cependant, en Martinique, on a d'autres spécificités et on a d'autres cas, notamment qui viennent s'ajouter à tout ça, donc le vent, le séisme, comme on l'a dit précédemment. Mais sur les photos, donc on se rend bien compte qu'il y a une absence complète de réflexion sur la façon de bâtir et de concevoir d'un point de vue sismique. Donc, entre guillemets, ils ont fait on a conçu cette maison sans se dire quel risque auquel on doit pallier, notamment le séisme. C'est où j'allais rebondir. Alors, je voulais quand même ajouter un point important, parce que j'ai parlé d'Euroconduite, on a parlé d'Euroconduite, mais n'oubliez pas les maisons individuelles. Donc, dans ce cas-là, on est sur une maison individuelle. Donc, il y a maintenant un guide qui s'appelle les constructions parasismiques MI, maison individuelle, zone 5, Euroconduite. Donc, c'est les CPMI, nouvelles moutures, qui sont applicables depuis janvier de 2021. Voilà. Donc, du coup, il ne faut pas l'oublier, ça. Voilà. Donc, pour revenir à la photo, ça rejoint un petit peu la conversation qu'on a eue tout à l'heure avec les maîtres d'ouvrage et M. Deris. On constate quand même qu'en dehors de la conception, puisqu'on est sur du bâti existant, donc on ne va pas revoir la conception à ce stade-là. Par contre, on va se poser la question du diagnostic et du renforcement. Mais on voit le terrain, donc il en a parlé, on voit le bâti, on voit donc les structures, mais on voit aussi sur la photo de droite, pour un autre bâtiment, une maison individuelle aussi, qu'on a beaucoup de dégradation du béton, donc des éclats béton et de la corrosion. Donc quand on est dans une démarche de confortement, bien sûr, il faut aussi traiter ces points-là. Donc ça rentre dans la discussion de tout à l'heure. À quel moment on s'arrête? À un moment donné, il faut se dire que je ne veux pas que me rajouter des murs de contreventement pour pouvoir solidifier, mais je vais aussi profiter pour nettoyer et réparer ce qui est en tout cas réparable et ce qui est visible. Donc derrière un renforcement, il y a toujours, on va le dire pendant tous les échanges qu'on aura tout à l'heure, un diagnostic. Et un diagnostic passe par un état actuel, une photographie du bâtiment, de la maison, à savoir quels sont ces facteurs de vulnérabilité. Et on va essayer de répondre à comment réduire ou supprimer les facteurs de vulnérabilité les uns après les autres, en passant par le matériau lui-même qui peut être endommagé. Je continue sur les photos. Donc là, on est dans une phase où on renforce. Donc là, je vais laisser Olivier de commenter, puisqu'on est sur une photo où on voit du confortement. Donc on a passé la partie diagnostic, donc on regarde ce qui est, comment, et on passe après à la deuxième phase où on renforce. Voilà. Donc ce sont les résultats du diagnostic. Donc en amont, comme on l'a répété, il y a une phase d'évaluation, donc on va appeler pré-diagnostic, et ensuite une phase de diagnostic. Donc le diagnostic, on viendra faire une reconnaissance de fondation, une reconnaissance des ouvrages en béton, donc leurs caractéristiques, puisqu'on sait très bien que béton d'il y a 40 ans, c'est pas le même béton aujourd'hui. Donc déjà, on parle plus on n'a plus les mêmes acronymes. À l'époque, on pouvait parler d'un béton B25. Aujourd'hui, avec les Eurocodes, on parle d'un béton C2530. Et je prends souvent l'anecdote quand on parle de confortement sismique, quand on me pose la question, mais est-ce que le bâtiment va se comporter comme un bâtiment neuf ? Et je réponds souvent que c'est pas en changeant les pneus d'une voiture de course qui a 20 ans qu'on va en faire une voiture neuve. C'est exactement ça. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer le comportement du bâtiment parce que la finalité reste la même, c'est la sauvegarde des vies humaines. Et aujourd'hui, c'est le point essentiel aujourd'hui de la réglementation, c'est qu'aujourd'hui, notre but, et je dis ça souvent pour mettre un peu d'éloge dans notre métier, parce qu'on pense souvent qu'on coule du béton, on construit et c'est fini. Je dis souvent qu'on sauve des vies par anticipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre priorité n'est pas seulement de loger des gens, mais aussi de permettre à ces personnes, en cas de séisme ou de panique quelconque, de pouvoir évacuer en toute sécurité. L'objectif pour nous n'est pas que le bâtiment reste debout. Ça, c'est la décision du maître d'ouvrage en fonction de la catégorie d'importance. Mais l'objectif, c'est de sauvegarder ces vies humaines, donc de permettre à quelqu'un qui se situe au 5e niveau de pouvoir évacuer et de sortir du bâtiment. Et pour revenir à la photo précédente où on voyait le
le début d'un ferraillage d'un voile de contreventement donc sur un bâtiment pour faire une petite dédicace à la CIMAR. C'est une opération qui est très récente. Donc c'est un voile de contreventement donc qui vient en complément de la structure existante pour améliorer son comportement vis-à-vis du séisme. Et l'objectif, il est là, il est clair. Et on peut le toucher du doigt puisque ça reste assez pragmatique. Donc nous, bureau d'études, bureau de contrôle, on se base uniquement sur la réglementation. C'est vrai que parfois c'est pas très joli, pas très esthétique. Donc les architectes, je les comprends. Mais c'est vrai que nous, on reste dans un cadre plutôt pragmatique et technique où on ne se pose pas forcément la question de l'esthétique. Alors juste pour aussi rebondir là-dessus, alors quelqu'un a dit c'est moche, alors je ne nommerai pas qui. Mais vous avez là actuellement la photo du squelette. Mais si moi j'avais des photos, apparemment ils sont pas dans le slide là. C'est après ? Je vais voir. Non, table ronde. Ça a été supprimé. Bon, c'est pas grave. Où on voit en fait, vous voyez le squelette donc l'état d'exécution. Après, vous avez toute la partie, et c'est là que je rejoins le président de l'ordre. Il faut qu'il y ait un architecte qui fasse partie de la maîtrise d'œuvre, parce que un bâtiment renforcé, en dehors de la rénovation, de la réhabilitation, il a un autre cachet, il a une autre esthétique, etc. Et si on vient changer l'idée de l'architecte qui avait conçu le bâtiment, bon, on est obligé de faire un permis modifié, faire des choses, etc. Et en plus de ça, on va oublier ce qu'il a voulu transcrire dans sa conception. Donc du coup, c'est hyper important. Donc là, on voit c'est moche, oui, mais après l'architecte va rajouter des couleurs, va rajouter peut-être des châssis vont peut-être être déplacés à l'avant, et du coup, on va retrouver un ouvrage qui ressemblera. Alors j'ai des photos où on voyait bien la différence entre avant et après, mais bon, elles n'y sont pas, c'est pas grave. Par contre, sur lequel je voulais rebondir, c'est que quand on fait du confortement parasismique, on a tendance tout le temps à se baser que sur les murs. Il ne faut pas oublier que un bâtiment parasismique, c'est aussi bien les contreventements verticaux que le diaphragme, c'est-à-dire les planchers et les toitures et les fondations. Et bien sûr, tout l'environnement. Si vous faites un bâtiment parasismique sur un sol qui a un risque d'instabilité, on en a parlé tout à l'heure, ça n'a aucun intérêt. Donc, il ne faut pas oublier que, et malheureusement dans le métier, en tant que contrôleur, on voit souvent qu'on nous présente le type de contreventement vertical, c'est-à-dire ce que vous voyez à la photo là. Par contre, on ne parle pas des diaphragmes. On se pose la question, comment relier dans un existant le plancher qui est actuel à ces murs qui sont neufs? Et ça, c'est hyper important. Sinon, si on a une boîte et on n'a pas le couvercle, ça sert à rien, entre guillemets. C'est mieux, mais c'est pas un objectif d'atteinte d'une construction parasismique. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il a dit, Olivier, attention, le renforcement volontaire, c'est le maître d'ouvrage qui choisit à quel curseur il met son niveau de renforcement. Donc du coup, on me dit souvent, oui, mais est-ce que mon bâtiment va résister au prochain séisme? On va vous dire, on a diminué les facteurs de vulnérabilité qui ont été listés dans un diagnostic, donc il faut qu'il soit exhaustif, dans son état de lieu, c'est-à-dire quels sont les matériaux en présence en fonction des blocs, parce qu'un bâtiment peut avoir plusieurs blocs, un projet peut avoir plusieurs bâtiments, donc il faut aller identifier les matériaux qui sont présents, qui peuvent être différents en fonction de la date de construction ou des ruptures de stock. On sait très bien comment ça se passe maintenant avec les prix qui ont flambé. Ben, on est obligé de s'adapter. Et dans 10 ans, on se posera la question, est-ce que ce bâtiment 1 est pareil que le bâtiment 2? Donc, c'est les diagnostics. Donc, la FPS a fait un très bon guide là-dessus qui s'appelle Amélioration de la connaissance des structures à renforcer aux Antilles. C'est le CT43, Cahier technique 43. Je vous invite à aller le télécharger. J'avais mis pareil la petite adresse mail, mais bon, écoutez, ça, vous aurez ça par le biais de la CERC. Et là-dedans, on liste comment faire un diagnostic avant de renforcer. Ça sert à rien de partir dans un renforcement si on ne connaît pas son bâtiment. Et la difficulté des bâtiments existants, c'est qu'on n'a pas de plan, on n'a pas de mémoire, et donc du coup, il faut aller chercher avec ce qu'on a devant les yeux les éléments pour pouvoir aller renforcer. Et je voulais terminer avec un point qui me tient à cœur, c'est qu'on parle de renforcement volontaire, on parle de bâtiment neuf. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est les travaux de réduction, des travaux d'aggravation de la vulnérabilité. Donc là, je crois que je suis en train de sonner 15 minutes, donc je pense qu'on est bon là. C'est bon. J'ai mis mon petit 5 minutes pour être sûr. Donc je pense qu'on est bon, parce qu'il faut quand même que je laisse Olivier discuter de ce point-là. C'est que entre le neuf et l'existence pour lequel on fait des travaux de renforcement, il y a maintenant de plus en plus de bâtiments, souvent les maisons individuelles, où on vient rajouter un étage,
2 étages, on vient supprimer un niveau, on vient supprimer des planchers, on vient... est-ce que je peux faire ici supprimer ce mur-là et faire une grande ouverture pour accéder à la piscine de l'hôtel ou à la piscine de la maison. Et là, on rentre dans un cas qui est bien décrit dans l'arrêté, qui est travaux qui aggravent la vulnérabilité. Donc, travaux d'aggravation de la vulnérabilité du bâti. Et dans ce cas-là, il faut faire attention pour ceux qui construisent ou qui participent à ce projet, il faut qu'on construise comme du neuf, c'est-à-dire avec les dispositions constituent du neuf, donc tout ce qui est dans l'Eurocode 8.1 et pas 3. Et là-dedans, ça implique aussi un calcul avec une accélération qu'on a dit minorée. En général, on prend 60% de l'accélération. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de bâtiments qui fleurissent sur des existants et qui montent en étage. Et on ne s'occupe pas de savoir est-ce que le rez-de-chaussée va tenir tout ce qui est en haut, déjà en statique. On a eu le cas notamment à Saint-Martin, après Irma, mais qu'est-ce que les gens ont fait? Leur toiture s'est envolée à cause du vent. Mais ils ont fait quoi? Ils ont retiré ce qui restait de la toiture en bois et l'ont remplacé par une dalle béton. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans une aggravation de la vulnérabilité du bâti. Totalement. Puisque non seulement est-ce que les murs sont capables de reprendre la descente de charge de la dalle, qui n'est pas prévue pour ce cas, pour les porteurs, en plus de ça, on est dans une aggravation de la vulnérabilité puisqu'on rajoute de la masse. Et donc, du coup, on doit mettre en conformité, si on respecte strictement la loi, le bâtiment. Et là, ça, c'est un point qu'il faudra que nous, on surveille, nous, techniciens, parce que sinon, on va se retrouver avec une aggravation de la vulnérabilité. On va se retrouver dans une situation pire qu'avant, puisqu'on a un œil actuellement sur les cyclones, parce que le cyclone, 2017, c'est la mémoire. Mais il y a le séisme qui est là, latent, le serpent qui est sous mer, là, qui ne dit rien, mais le jour où ça va frapper, ça va nous faire mal. Donc il faut qu'on soit conscient qu'il faut tenir compte des maisons individuelles. Alors je finis juste à ce que je vois que madame s'impatiente. Non, mais pour revenir à ce que dit Paul, c'est vrai que depuis, alors notamment le confinement, donc les gens sont restés confinés 2 mois chez eux, ils se sont appropriés leur habitat. Donc ils veulent et ils veulent des changements. Et très souvent, nous sommes sollicités, bureau d'études, bureau de contrôle, heureusement par les architectes qui sont bien en amont et qui font un travail social, mais qui est énorme parce que nous, je le dis souvent, on est très pragmatique, on n'a pas le temps de discuter, d'arrondir les angles avec le maître d'ouvrage. Et on est sollicité très souvent, je veux bien ouvrir le mur, comme il a dit, je veux ouvrir le mur, je veux casser ce mur, je veux agrandir ma chambre, etc. Mais les gens ne pensent pas forcément à, notamment, la réponse sismique de la maison individuelle qui a été construite en coup de main en plus à l'époque. Donc on veut réhabiliter, on veut donner un cachet esthétique, mais on ne s'est pas préoccupé de savoir si les fondations existantes pouvaient recevoir, je ne sais pas, un jacuzzi sur la terrasse, ce qui est souvent le cas maintenant, puisque on a une terrasse, on veut l'exploiter, donc on veut un jacuzzi, mais on ne se rend pas compte que derrière, on vient augmenter la descente de charge sur certaines fondations, donc on n'a pas cette connaissance. Et heureusement, aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait donc, par les architectes en amont qui sollicitent les bureaux d'études et les bureaux de contrôle pour un avis technique ou un diagnostic technique pour donner une réponse à ces problématiques-là. Oui, je voulais juste rajouter, si vous lisez bien, moi je ne sais pas si c'est bien à l'écran, mais vu le format, ça doit être bon. Confortement des maisons individuelles aux Antilles. Alors jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette heure-ci, là, il doit être 11h43, on a parlé de bâtiments collectifs, notamment, donc aussi bien les intervenants qui étaient juste avant nous. Et la maison individuelle, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Et donc du coup, j'ai une information à vous donner, mais j'espère que vous l'avez déjà. J'espère que l'État aussi, via le PSA 3, va aussi engager le travail sur les maisons individuelles. Mais sachez que la FPS, à la demande de la DGPR, donc le ministère de Transition écologique, la MTE, a rédigé, grâce à des acteurs locaux, encore Guadeloupe, Martinique, 2 guides qui sont sur la diminution de la vulnérabilité des maisons individuelles. Donc on a travaillé sur la diminution de la vulnérabilité des maisons individuelles. Pourquoi? Parce que les maisons individuelles sont des bâtiments particuliers au sens où ils ne sont pas pris en compte jusqu'à maintenant par le côté renforcement volontaire. En fait, c'est du renforcement volontaire, oui, pardon, mais ils ne sont pas pris en termes d'accompagnement financier. Ils ne sont pas obligés d'être contrôlés parce qu'ils sont pas, en général, les bâtiments simples, ils ne sont pas à R+3, etc. Donc il n'y a pas de contrôleur technique. Donc, en niveau technique, il y a des fois pas d'architecte,
des fois pas de bureau d'études. Donc ce guide en fait répond à un manque technique pour l'existant et un manque aussi financier parce qu'en fait on leur a proposé dans ce guide qui s'appelle CT48 et CT49, cahier technique de la FPS, vous irez sur le site, vous verrez. Et donc du coup, ce sont des partenaires locaux, donc les professionnels de la Guadeloupe et de la Martinique qui ont participé à l'élaboration de ces guides et l'ont rédigé avec des exemples qui sont propres à nos situations locales de bâtiments, de maisons individuelles et qui donnent des solutions qui peuvent peut-être pas mettre la maison au niveau du neuf, mais en tout cas diminuer les facteurs de vulnérabilité en les identifiant déjà, d'où le diagnostic initial, mais après des solutions techniques simples qui permettent demain d'éviter que les gens ne prennent la dalle ou le mur sur la tête. Voilà. Donc c'était un point que je voulais quand même signaler. Quand on nous a sollicité, en effet, on nous a dit que derrière il va y avoir un financement qui va être monté. À ce stade-là, j'avais pas l'information qui était créée. Donc l'OR confirme. Donc maintenant on a le guide technique, on a le financement. Il faut que maintenant qu'on s'attaque à ce chantier de maison individuelle, parce que le soir, tout le monde est chez soi. Pas forcément dans des bâtiments collectifs. Et là, on a un gros risque, si un tremblement de terre se survient la nuit, qu'on ait énormément de dégâts et de morts. Donc, chantier important, maison individuelle.